Donc, je vous remercie tout le monde. Mon nom est François Proulx. Je suis professeur associé à la recherche sur l'eau potable de l'Université Laval. Je travaille aussi à la Ville de Québec avec la communauté métropolitaine de Québec. Je suis aussi à souligner la présence aujourd'hui de Manuel, qui est titulaire de la chaire de recherche, Manuel Rodriguez, qui est titulaire de la chaire de recherche en eau potable. Je vous remercie d'avoir répondu nombreux et nombreuses à cette invitation de la chaire pour cette 9e vidéoconférence, qu'on devrait dire visioconférence, le programme qui va se terminer à mi-décembre prochain. Donc, je vais vous rappeler quelques petites règles de fonctionnement. Donc, durant tout le déroulement de la conférence, je vous demande de garder vos micros et caméras fermés. La conférence devrait durer entre 20 minutes, à peu près 15-20 minutes. Peut-être, de toute façon, je laisse le temps jusqu'à 30 minutes à la conférencière. Et après ça, je vous invite à utiliser la fonction clavardage de Zoom et je relayerai la question à la conférencière. Il faut aussi demander la parole, puis je vais vous la donner pour poser directement votre question. Donc, aujourd'hui, nous avons le plaisir d'avoir avec nous Anouka Bolduc qui nous présentera la 9e conférence de notre programmation. Anouka est spécialiste en toxicologie à la direction de l'eau potable et des eaux souterraines au ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques depuis 2009. Elle contribue au développement de l'expertise relative aux composés chimiques et coordonne le programme de surveillance de la qualité de l'eau potable et l'élaboration d'un projet de modification du règlement sur la qualité de l'eau potable. Le titre de la conférence d'Anouka est « Mise en œuvre du règlement sur la qualité de l'eau potable, principaux constats ». Donc, Anouka. Alors, merci. Bienvenue à ma présentation. Aujourd'hui, comme le dit François, je vais présenter les principaux constats de la mise en œuvre du règlement sur la qualité de l'eau potable. C'est une présentation dont le contenu a été présenté aussi dans le cadre du symposium eau, là à peu près un mois. Mais pour ceux qui l'auraient déjà vu, aujourd'hui, on va avoir plus de temps là, pour répondre à des questions puis échanger. Puis, c'est une présentation d'une vingtaine de minutes. Alors, d'abord, mise en contexte. En 2012, il y a eu une refonte importante du règlement sur la qualité de l'eau potable. Puis, suite à ça, on a préparé un bilan de mise en œuvre qui couvre la période de 2013 à 2018 qui a été publié au printemps dernier. Avec la publication de ce bilan, ça amorce la réflexion du ministère au sujet des modifications qui pourraient être apportées à la réglementation, mais aussi aux besoins d'outils de soutien supplémentaires. Puis, ce bilan-là sert de base pour consulter et définir les orientations. Puis, à cet effet, il y a un questionnaire qui a été transmis aux clientèles visées par le règlement durant l'été, puis qui va nous servir justement à définir les orientations d'un projet de modification du règlement. Bref, topo de la qualité générale de l'eau distribuée au Québec. Bien entendu, le bilan de mise en œuvre contient beaucoup d'informations à ce sujet, mais je voulais quand même prendre le temps de présenter là, un bref aperçu. Entre 2013 et 2018, il y a plus de 3 millions de résultats qui ont été transmis au ministère par les laboratoires accrédités. Ici, ce qu'on voit, c'est les pourcentages de conformité de ces résultats selon les différents paramètres visés par des contrôles en vertu de la réglementation. On voit que dans la plupart des cas, les taux de conformité dépassent 95% et vont bien au-delà, ce qui nous permet d'affirmer que la qualité générale de l'eau distribuée au Québec est très bonne. Le bilan de mise en œuvre du règlement contient plusieurs constats, une trentaine de constats, puis présente l'état de la situation actuelle, puis formule plus d'une trentaine de constats, regroupés selon les 7 chapitres là, qui couvrent les aspects suivants, qui sont la portée de la réglementation, les traitements et le suivi de la qualité de l'eau brute, les méthodes de prélèvement et d'analyse, le contrôle et les normes de qualité, la gestion du dépassement des normes, la qualification des opérateurs et finalement l'information sur la qualité de l'eau distribuée.
Le bilan de mise en œuvre ne donne pas de recommandations. Comme j'ai dit, il formule des constats, mais n'élabore pas sur les solutions à préconiser pour résoudre une problématique donnée. Ça, c'est vraiment un objectif, c'est vraiment une ligne de conduite qu'on s'est donnée au début parce qu'on voulait vraiment utiliser le bilan pour consulter les clientèles, notamment les clientèles visées par la réglementation, avant de formuler des orientations ou de faire des recommandations pour améliorer là, la réglementation en vigueur ou nos outils de mise en œuvre. Aujourd'hui, je vous vous présenterai pas les 30 constats, bien évidemment, là, mais je vous présente les principaux qui concernent 5 des 7 aspects couverts par le bilan. Si vous voulez avoir plus d'informations, en même temps qu'on a publié le bilan, on a publié un document synthèse des constats. Fait que vous pourrez là, aller prendre connaissance là, des constats pour lesquels sur lesquels on n'élaborera pas aujourd'hui. D'abord, en lien avec la portée de la réglementation, il y a un constat qui touche le respect du règlement par les petits systèmes de distribution. Ici, ce qu'on voit, c'est le nombre de systèmes en fonction du nombre de personnes desservies pour les systèmes résidentiels municipaux et non municipaux. On observe que près de 60% des systèmes assujettis à la réglementation au Québec alimentent de petits systèmes, c'est-à-dire 500 personnes et moins. La majorité sont des systèmes non municipaux, mais il y a tout de même près de 40% des systèmes sous la responsabilité d'une municipalité qui alimentent de petits systèmes de distribution. Or, on observe que les responsables de petits systèmes peuvent rencontrer des difficultés à respecter l'ensemble des exigences du règlement. On voit dans le bilan de mise en œuvre que la majorité des systèmes en avis d'ébullition durant toute la période couverte par le bilan sont dans cette catégorie de petits systèmes. Également, pour ce qui a trait au dépassement récurrents en trialométhane. Également, les concentrations les plus élevées en trialométhane sont majoritairement observées pour ces petits systèmes. Puis, il y a près d'une trentaine d'installations de production d'eau potable qui n'arrivent pas à satisfaire aux exigences de traitement de l'eau de surface. À cet effet, il y a un groupe de travail qui a été mis en place interministériel là, qui regroupe notre ministère, le ministère de la Santé puis le ministère des Affaires municipales qui travaillent à proposer des solutions alternatives pour la mise aux normes de ces installations, là, toujours qui concernent des petits systèmes de distribution. Pour ce qui est en lien avec les traitements, la désinfection des eaux souterraines, ici, la figure présente le nombre d'installations municipales et non municipales selon qu'il y a application d'une désinfection ou sans désinfection. On observe que 46% des installations municipales alimentées en eau souterraine appliquent une désinfection contre 7% des installations non municipales. Toujours en lien avec la désinfection des eaux souterraines, deux approches, un même objectif. D'une part, le règlement actuellement, il exige la désinfection des eaux souterraines, soit l'enlèvement catalogue-virus, s'il y a une contamination d'origine fécale de la source d'approvisionnement. Santé Canada, suite à la mise à jour de la recommandation sur les virus entériques publiée en 2019, recommande que une désinfection catalogue virus des eaux souterraines, sauf lorsqu'il y a un risque faible de contamination d'origine fécale. C'est deux approches différentes qui visent le même objectif qu'on devra avoir une réflexion là, dans les prochains mois en lien avec ce constat-là. Également, en lien avec la désinfection de l'eau de surface, maintenant, les
les niveaux de traitement de l'eau de surface dans la réglementation est modulé en fonction de la concentration d'E. coli à l'eau brute. C'est E. coli qui sert d'indicateur pour définir les niveaux de traitement de l'eau de surface. Ici, la figure présente le classement des installations alimentées en eau de surface selon leur moyenne annuelle de E. coli à l'eau brute durant la période visée par le bilan de mise en œuvre. On voit que 78% des installations ont une moyenne très faible ou faible, c'est-à-dire égal ou moins à 150 E. coli en moyenne à l'eau brute. Puis, c'est représenté par les installations en bleu foncé puis en bleu pâle. Et 22% ont une eau brute plus fréquemment dégradée, soit une moyenne de plus de 150 E. coli à l'eau brute. Ce qui est représenté par les couleurs vert, jaune et gris. En 2018, les installations avec une eau brute plus fréquemment dégradée, plus du tiers appliquaient déjà des ultraviolets là, selon les données de 2018. Pour ce qui est de l'eau de surface, le ministère réalise un projet pour évaluer le niveau de traitement à appliquer selon différents indicateurs microbiologiques mesurés à l'eau brute. J'ai mentionné que présentement, la réglementation utilise l'indicateur E. coli. Le projet mis en place par le ministère s'intéresse aussi aux protozoaires Giardia et Cryptosporidium. Et ce projet-là va permettre de juger de la pertinence de modifier l'approche réglementaire actuelle. Maintenant, passons à un morceau important là, de la réglementation qui sont les normes de qualité. Un bref rappel sur le rôle des recommandations canadiennes dans les exigences en matière d'eau potable au Québec. D'une part, les recommandations canadiennes sont élaborées par Santé Canada en collaboration avec les provinces et territoires. Ils prennent en compte la faisabilité technique et n'ont pas de force légale dans les provinces et territoires. Avant qu'une recommandation canadienne soit traduite en exigence dans le règlement, il y a une concertation qui a lieu avec les ministères concernés, principalement le ministère de la Santé puis le ministère des Affaires municipales. Le ministère de la Santé pourrait nous juger que les exigences pourraient être plus sévères au Québec, par exemple. Puis le MAMACH, lui, doit vérifier, est interpellé principalement pour les impacts d'une modification ou de l'ajout d'une exigence réglementaire. Les recommandations canadiennes ils sont aussi utiles pour tous nos guides et outils mis à la disposition des responsables de réseau de distribution, puis aussi dans le cadre du programme de surveillance, par exemple des paramètres qui ne sont pas encore normés au Québec, on peut faire des suivis dans le cadre du programme de surveillance et toutes les données générées par le programme de surveillance sont utiles aussi dans l'élaboration des recommandations canadiennes lorsque Santé Canada a besoin d'avoir des données là, d'exposition dans les provinces et territoires. Alors, en lien avec les normes de qualité, on se questionne sur la pertinence de certaines normes de qualité, notamment la norme de 10 UFC par 100 ml pour les coliformes totaux, la norme de 5 UTN pour la turbidité de l'eau distribuée. Pourquoi on se questionne sur la pertinence, c'est que ces paramètres-là n'ont pas de risque réel pour la santé, puis sont davantage utiles comme indicateurs pour la dégradation de la qualité de l'eau distribuée ou s'assurer de l'intégrité du système de distribution comme tel. Alors, avoir des valeurs chiffrées pour ces paramètres-là, coliformes totaux puis turbidité de l'eau distribuée, là, il est souligné. On remet un peu ça en question, puis peut-être que ça serait plus avantageux d'utiliser ces paramètres-là comme indicateurs seulement. Également, il va y avoir un besoin de mise à jour de certaines normes ou valeurs. Depuis la dernière modification du règlement en 2012, il y a eu
plusieurs nouvelles recommandations ou des changements de recommandations de Santé Canada. Ici, je donne 2 exemples pour des paramètres qui sont susceptibles d'avoir un impact pour plusieurs responsables de réseau de distribution. Il y a le manganèse. Présentement, il n'y a pas de normes au règlement. Puis Santé Canada recommande maintenant là, une valeur pour protéger la santé. Il y a le pH. Présentement, les valeurs, la gamme de valeurs acceptables de pH à l'eau distribuée au RQEP se situe entre 6,5 et 8,5. Santé Canada recommande maintenant une gamme de valeurs entre 7 et 10,5. Il y a aussi des mises à jour à prévoir là, pour plusieurs autres paramètres chimiques. Là. Je ne vais pas les énumérer, mais ici, on voit qu'il y a plusieurs nouvelles recommandations qui concernent des paramètres qui ne font pas l'objet de normes présentement, mais pour lesquels on fait des suivis dans le cadre de notre programme de surveillance. Puis il y a également des abaissements de recommandations là, pour certains autres paramètres là, comme le tétrachloroéthylène. En lien avec la formation des opérateurs, il y a un constat qui touche les programmes de formation puis la formation continue. Bien évidemment, là, selon l'évolution des connaissances puis du cadre réglementaire, ça amène un besoin de mettre à jour là, les programmes de formation qui s'adressent aux opérateurs. Il y a également, pour les opérateurs qui sont qualifiés, il y a certaines provinces qui exigent des formations obligatoires lors du renouvellement des certificats, ce qui est pas prévu présentement dans notre réglementation. Et également, l'accessibilité au programme de formation en région éloignée peut représenter un défi en termes de coûts, puis également aussi parce qu'il n'y a pas de formation à distance là, qui est disponible présentement. Fait qu'il il va y avoir des travaux entourant l'aspect formation des opérateurs. Finalement, l'information sur la qualité de l'eau distribuée. Bref rappel, selon le règlement, présentement, les responsables de systèmes de distribution à clientèle résidentielle, ils doivent produire des bilans annuels de la qualité de l'eau qu'ils distribuent. Mais il pourrait y avoir d'autres documents qui font écho à des exigences réglementaires qui pourraient gagner à être à caractère public. À cet effet, à la question, quand on a sondé les clientèles visées, là, à la question, est-il important que les responsables communiquent de l'information sur la qualité de l'eau aux personnes desservies? Près de 80% des répondants municipaux considèrent que c'est un élément qui est prioritaire. Donc, on va avoir des réflexions en lien avec l'aspect information. Finalement, en 2020, au printemps dernier, on a publié le bilan de mise en œuvre du règlement. Maintenant, on s'amorce les travaux entourant l'élaboration d'un projet de modification du règlement qui peuvent s'échelonner sur quelques années. Puis, on va devoir considérer, dans le cadre de ces travaux-là, les difficultés rencontrées présentement par les responsables de petits systèmes. Également, on veut viser une simplification réglementaire, continuer à être axé sur les résultats plutôt que sur les moyens. Puis, évidemment, tous ces travaux-là vont comprendre une évaluation des impacts économiques, puis également une période de consultation publique. Alors, moi, ça conclurait ce que j'avais à vous présenter aujourd'hui. Merci beaucoup, Anouka. Donc, il y a déjà des questions dans la partie clavardage. Puis, je vous invite, là, tout le monde, ceux qui veulent soit intervenir, donc d'utiliser la portion de clavardage de Zoom. Donc, j'ai une première question c'est A. Tousignan, donc je ne connais pas. Elle a déjà quitté ou il a déjà quitté, ou il va quitter bientôt à 12h30. Il a ou elle a un cours à donner. Donc, bonjour, Mme Bolduc. Dans la section formation de votre document, votre document stipule
qu'il n'y a pas de formation à distance pour les opérateurs. Je voulais vous informer que le Cégep de Shawinigan offre le programme sous forme d'AEC en ligne de 1395 heures depuis 2 ans déjà. Nous demandons des présences quelques semaines pour la portion laboratoire. Si vous voulez plus d'informations relayées aux différentes régions du Québec, vous pourrez me contacter. Donc, je t'invite, Anouka, d'aller dans la section peut-être clavardage, là, où je l'aurai enregistré, je pourrais te l'envoyer pour pouvoir communiquer avec la personne. J'ai 2 questions de Christian Bouchard aussi qui sont arrivées. Donc, Christian, je suppose que tu veux prendre la parole. Oui, est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Ok, bonjour Anouka, merci pour ta présentation. J'avais une première question par rapport aux modifications éventuellement du suivi de l'eau brute pour établir les exigences d'élimination des pathogènes. Est-ce que tu peux dire un petit peu plus vers quoi on s'en va? Est-ce qu'éventuellement ça impliquerait un suivi des concentrations de Giardia cryptosporidium? Tu l'as mentionné, mais est-ce que ça pourrait aller jusque-là? Là, présentement, on est vraiment au début là, de nos réflexions. Là, je ne pourrais pas vous dire vers quoi on s'en va là, aujourd'hui même. Là. On est vraiment, là, dans le fond, on est en train sur les 30 constats de mise en œuvre, on identifie les prioritaires là, sur lesquels il faut travailler là, en priorité parce qu'on doit consulter, s'il nous manque des données pour être capable de prendre une décision. C'est sûr que celui-là, vu que je l'ai présenté aujourd'hui, il est dans les priorités, là, mais on n'est pas rendu à avoir défini une orientation là, loin de là. Puis, c'est ça, fait que je ne pourrais pas malheureusement vous revenir, mais dans un avenir plus ou moins rapproché, là, c'est sûr qu'il va y avoir d'autres présentations puis d'autres discussions à avoir là, dans les prochains mois. L'autre question, c'est une question qui peut paraître un peu large, mais tu as mentionné l'objectif de simplifier le règlement. Effectivement, le règlement est quand même devenu assez complexe et on dirait qu'on rajoute toujours des couches. Dans quelle mesure ça pourrait être simplifié ou est-ce que vous avez déjà des idées de la manière dont ça pourrait être simplifié le règlement? En tout cas, une chose qui est sûre, c'est qu'on ne veut pas le rendre plus compliqué. L'écriture légale, c'est pas nous, hein, c'est les affaires juridiques qui transcrit nos orientations puis notre volonté en termes légaux. On va devoir là, le prendre puis essayer de le rendre le plus simple possible. Là. Puis aussi, puis ça, c'est pas juste notre volonté, c'est une volonté gouvernementale. Puis de toujours être axé sur les résultats plutôt que les moyens. Là, ne pas commencer de mettre les objectifs dans la réglementation, mais ne pas commencer à aller dire comment atteindre les objectifs. Ça, c'est vraiment c'est aidant, puis ça permet aussi de garder la réglementation plus simple. Juste un dernier point par rapport aux eaux souterraines et l'obligation de désinfecter les eaux souterraines. Effectivement, les objectifs sont peut-être les mêmes entre le règlement québécois puis Santé Canada, mais l'approche est quand même assez différente. Dans un cas, on oblige d'emblée, systématiquement, et on doit faire la preuve qu'il n'y a pas besoin de désinfecter, alors qu'au Québec, c'est l'inverse. C'est quand même très important. Puis il y a beaucoup de petits systèmes en eau souterraine. Puis c'est une des parties du règlement qui n'est pas nécessairement simple à appliquer au niveau des eaux souterraines, parce qu'il y a beaucoup de cas, de sous-cas. Est-ce que ça, c'est une avenue? Ça ne serait pas une avenue pour simplifier au niveau des eaux souterraines? Et aussi en vertu du principe du précaution, qui ferait qu'on irait plutôt vers l'obligation de désinfection. Alors que là, en fait, pour l'instant, ça peut être relativement ardu de s'y retrouver. Là.
Oui, il y a plusieurs volets. Là. Je vais essayer de répondre. Là. Si jamais j'ai manqué un volet, tu pourras revenir là, avec une demande de précision. Bon, comme je l'ai dit, c'est la même chose pour les eaux souterraines. Là. On commence nos réflexions, on doit voir comment on fait évoluer la réglementation par rapport à ça. C'est sûr que ça serait bien plus simple de demander à tout le monde la même chose, sauf que il y a comme tu l'as mentionné, ça concerne des petits systèmes qui ont déjà beaucoup de difficultés à rencontrer les exigences actuelles. Puis, le système, il faut l'opérer, fait que ça a beaucoup d'impact. Il faut mettre tout ça dans balance. Suite à nos réflexions, on va essayer de prendre la meilleure orientation possible pour protéger la santé, mais aussi pour que ça vaille la peine aussi là, de consentir des investissements. Là, il y a tout ça qu'il faut pondérer. Là. Mais l'objectif, c'est que s'il y a un risque, il y a une désinfection. L'objectif à atteindre, c'est ça. Comment on va l'adresser? Bien, ça, il y a encore beaucoup de discussions à avoir avec nos partenaires, le ministère de la Santé et le ministère des Affaires municipales. Là. OK, merci. Merci, Christian. Donc, il y a Caroline Baillargeon. Il y a une première question que je peux répondre là. Donc, oui, la conférence est enregistrée et elle va être mise sur le site web de la chaire de recherche. Ça devrait se faire en milieu de semaine prochaine. Donc, on me précise. Ah oui, donc Caroline Baillargeon, justement, elle aurait 2 questions à poser à l'oral. Donc, vous pouvez y aller si vous êtes encore là. Oui, je suis là. Vous m'entendez bien? Oui, très bien. Oui. Merci. En fait, je voulais juste demander une précision justement par rapport à la possibilité de réécoute. C'est sur votre site Internet, est-ce qu'il y a un onglet ou une page là, où normalement je pourrais prendre ça en note là, pour retrouver facilement? Dans la chaire de recherche en eau potable, vous allez avoir des conférences de l'automne, puis ils sont toutes indiquées. Donc, vous allez choisir les conférences qui vous intéressent. Donc, dans ce cas-là, vous allez prendre celle d'Anouka. Puis vous allez cliquer sur le lien, puis ça va être direct. OK, parfait. Si c'est quelque chose, écrivez-moi, là, vous pourrez m'écrire sur mon courriel, puis je vous donnerai le lien exact. Bien, c'est bien gentil. Donc, Caroline Baillargeon, je travaille à l'organisme de bassin versant Manicouagan. J'avais 2 questions. La première, c'est plus là, par curiosité, puis l'autre, ça va être plus une demande d'aide technique pour un paramètre spécifique. Je me demandais, vous avez dit là, qu'il y avait des défis au niveau des petits systèmes de distribution. Justement, ces systèmes-là ne sont pas soumis là, à faire une analyse de vulnérabilité. Je me demandais, est-ce que ça va faire partie d'un projet futur? Parce qu'il y a aussi plusieurs puits, mettons, qui sont de catégorie 3, qui desservent plus de 500 personnes, mais qui sont catégorie 3 parce que c'est des établissements touristiques. Mais il y a des risques là, au niveau de la contamination aussi. Donc, je me demandais si c'était un projet là, d'étendre la portée de l'obligation pour les analyses de vulnérabilité. Je ne sais pas si Anouka, tu peux répondre. Je sais que ce n'est pas ton dossier. Bien, je peux répondre pour dire que ce n'est pas couvert par le règlement sur la qualité de l'eau potable. Les analyses de vulnérabilité, c'est une exigence du règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection. Puis, eux, ils font le même exercice aussi de revoir les normes, puis les exigences à une certaine période, c'est comme un processus itératif là, à une certaine fréquence. Fait que je ne pourrais pas élaborer plus en détail par rapport à ça, là, à moins que j'aie des collègues qui sont responsables de ce dossier-là qui veulent prendre la parole pour répondre à cette question-là. Mais comme je dis, c'est vraiment couvert par le règlement sur le RPEP. Puis, eux, ils font le même exercice de revoir selon l'évolution technique et scientifique, là, les normes en vigueur. Il y a Caroline, oui. La directrice. Oui, bonjour. Bonjour tout le monde. En fait, peut-être pour préciser, donc la première analyse de vulnérabilité est due selon le RPEP au 1er avril 2021 et la réévaluation des normes est fixée par le règlement en août 2022.
Donc, à ce moment-là, il y aura un exercice là, où on va faire un peu comme ce qu'Anouka vous présente aujourd'hui, il y a vraiment un exercice de réévaluation des connaissances, de l'évolution des connaissances, des normes qui sont en vigueur et repenser tout ça. Donc, en 2022, on vous donne rendez-vous. On pourra vous faire une présentation de nos constats et de ce vers quoi ça pourra nous mener. Mais pour l'instant, on se concentre sur l'échéance du 1er avril 2021 pour déjà plus de 500 municipalités. Donc, c'est déjà un gros morceau. Merci beaucoup, Caroline. Parfait, merci. En fait, désolée de ma mauvaise compréhension. C'est une grosse machine. Là, puis, mon autre question, ça sort un peu du cadre aussi, mais peut-être que je vais pouvoir profiter du fait qu'il y a beaucoup de gens de réunis qui sont très, très compétents et experts. Là. Dans la municipalité là, qui nous intéresse, on a parlé tantôt des trialométhanes. Je me demandais si c'était possible peut-être d'avoir une référence de quelqu'un là, qui est expert à la matière pour poser des questions là, en lien avec cette problématique-là. Vous êtes à la bonne place parce que la chaire de recherche, justement, un de ses points d'intérêt. D'ailleurs, le titulaire de la chaire est spécialiste dans le domaine des sous-produits de désinfection. Donc, vous êtes à la bonne place. Peut-être à ce moment-là, vu que c'est plus spécifique, peut-être je vous inviterais à m'envoyer un courriel, puis que je pourrais relier, vous faire la jonction avec M. Rodriguez. Puis, on vous retournera une réponse. Est-ce que c'est correct pour vous? Ben oui, c'est super. Merci Parfait. beaucoup. OK, d'accord. J'ajouterais si à Mme Baillargeon, là, quand c'est un cas qui concerne une municipalité en particulier, il y a peut-être un lien à faire avec la direction régionale du ministère aussi, là, qui connaît plus les dossiers de sa région. Là. Comparativement aux intervenants du ministère qui sont davantage au central là, à Québec. OK, donc ici, donc ça va pour les questions. Donc, je pense qu'on a fait le tour des questions. Je veux m'assurer, parce que le chat a été populaire. Donc, il y a aussi Nicolas Beauchamp qui intervient ici pour dire que Tousignan, finalement, c'est Alain Tousignan. C'est un professeur, un enseignant au cégep de Shawinigan. Donc, c'est à cette personne-là qu'on va probablement répondre. Donc, c'est beau. Donc, s'il n'y a pas d'autres... Oui. Ici, Manuel, il y a une question de Julie Gauthier. Oui. Est-ce qu'il a déjà posé, peut-être? Je ne sais pas. Oui, elle a posé. Oui, sur les sous-produits. Oui. Non, sur l'obligation des responsables de faire un suivi de la qualité de l'eau brute. Ah oui, c'est vrai, excusez, oui, je ne l'avais pas vu. En fait, par rapport, c'est ça la question à midi 27. Oui, donc c'est ça. Donc, Julie Gauthier pose une autre question. Avez-vous l'intention d'obliger les responsables de faire un suivi de la qualité de l'eau brute malgré la présence d'un système de traitement? Puis plus loin, elle ajoute donc l'eau souterraine, de l'eau brute souterraine. OK. La question, c'est dans le cas où il y a déjà une désinfection, est-ce qu'on... tout est dans la... tout est dans la... je n'ai pas l'expression, là, mais tout est sur la table pour... C'est en réflexion, oui. C'est ça, pour des réflexions. Ça, c'est un aspect. Présentement, il n'y a pas cette obligation, mais comme la qualité de l'eau brute peut évoluer dans le temps, peut-être que ça serait pertinent qu'il y ait un minimum de suivi qui se fait... mais comme j'ai dit, là, on est vraiment au début là, de nos réflexions, puis on a plein de monde à consulter là, pour définir nos orientations. Donc, ici, Manuel a une question. Mais il y a une autre question. OK, moi j'ai une question. C'est rendu à toi. Oui, non, en fait, je vais faire le lien avec, au sujet de trialométhane, Anouka. Est-ce que dans les modifications, est-ce que c'est envisagé de modifier ou de mettre à jour la stratégie de surveillance en termes de taille de municipalité vis-à-vis le nombre d'échantillons trimestriels et la moyenne annuelle? On ne les a pas identifiés dans les constats. Je sais qu'il y avait eu plusieurs modifications du règlement en 2012. Là. On avait déjà modifié
cet aspect-là, puis changer le calcul des moyennes annuelles. Ce n'est pas ressorti comme étant quelque chose de préoccupant, là, vraiment en termes de suivi. Là. Où on est rendu, c'est régler ceux qui dépassent, là, trouver des solutions, puis ceux qui dépassent encore, ben, c'est les petits systèmes qui ont moins de ressources financières là, et techniques. Là. Fait c'est vraiment ça le constat là, plus important par rapport au trialométhane en particulier. Et donc, vue de l'obligation de mesurer les acides acétiques, les AHA? Non, justement, je vais sûrement vous consulter sur une petite fiche qu'on a produite sur le suivi des AHA pour aider là, justement les responsables de réseau. Les AHA, c'est difficile d'avoir une exigence réglementaire tout azimut, là, vu que les points de prélèvement, ils vont être vraiment très au cas par cas selon la configuration du réseau de distribution. Fait qu'on pense continuer à ce que ces analyses-là soient faites plus en vertu de l'article 42, là, quand il y a des motifs de suspecter que les concentrations mesurées à l'eau distribuée dépassent les normes, là, comme lorsque les THM sont élevés, puis un pH un peu plus acide. Là, fait qu'on on ne l'a pas identifié comme un constat, mais on voudrait, comme je vous ai dit, là, on voudrait fournir plus d'outils justement pour aider les responsables à bien savoir dans quel cas ils devraient faire des mesures, puis comment. Là. Fait qu'on a fait une petite fiche, là, puis on va vous consulter justement là, prochainement à ce sujet-là. D'accord. Et j'ai une curiosité sur ce que tu as mentionné pour le suivi en réseau de distribution de la turbidité et des coliformes totaux. Est-ce que cette volonté éventuellement d'enlever ces deux paramètres, c'est associé à la difficulté de gérer des cas, ça veut dire que lorsque les municipalités dépassent ce niveau de coliformes totaux et ils n'ont pas de E. coli ou ils n'ont pas eu, c'est plus de savoir. Pas vraiment. Ben, en fait c'est avoir 9 ou 11 colis, là, ça. Un coliforme totaux, tu veux dire? Oui, j'ai dit un colis. Je vais me reprendre quand je fais, quand je m'enfarge. Oui, c'est ça. D'avoir 9 ou 11 coliformes totaux, là, présentement, à 11, il y a une non-conformité, mais en fait, c'est le chiffre qui est pas nécessairement utile. C'est sûr, comme j'ai dit, là, on a encore plein de réflexions et de discussions à avoir. Mais ce n'est pas tant parce que c'est difficile à suivre ou etc. C'est que c'est peut-être pas à propos, c'est peut-être pas la meilleure façon d'utiliser ces indicateurs-là. La fréquence, si c'est des indicateurs de suivi de l'intégrité du réseau de distribution ou de l'eau distribuée, la fréquence du règlement est peut-être pas optimale là, pour des indicateurs comme ceux-là. Fait que on remet en question l'utilité d'avoir vraiment des chiffres là, pour ces paramètres-là à l'eau distribuée toujours. Là. On ne remet pas en question nullement là, les valeurs au règlement pour la turbidité à l'eau traitée, là, mais c'est plus en termes d'eau distribuée. Okay. C'est ça. OK. J'ai une autre. Merci, Manuel. Donc, j'ai une autre question de Julie Gauthier. Merci pour cette pertinente mise à jour. Savez-vous combien de municipalités sont touchées par la nouvelle norme sur le manganèse? Est-ce que la question, je comprends dans la question, est-ce que vous savez combien de municipalités sont non conformes? Non, on ne le sait pas parce que c'est pas un paramètre normé présentement. Vu qu'on travaille avec Santé Canada dans l'élaboration des recommandations canadiennes là, depuis le début là, sur le manganèse, on a fait plusieurs appels aux responsables de réseau de distribution pour justement documenter la présence de manganèse. Dans leur eau, on a fait des projets dans le cadre de notre programme de surveillance.
on a une information sommaire, mais c'est sûr qu'on n'a pas l'information pour tous les responsables de réseau de distribution. On a un peu d'informations sur on a de l'information sur la présence générale du manganèse dans les eaux souterraines, mais on n'a pas une information, là, chacun des responsables, est-ce qu'il dépasse la valeur recommandée par Santé Canada ou pas, parce que ce n'est pas un paramètre qui est normé actuellement. Mais on a de l'information qui nous permet de voir l'étendue là, de ce que pourrait avoir comme impact l'ajout d'une norme. Là. Pour ce paramètre-là aussi, il y a déjà plusieurs systèmes de distribution alimentaire en eau souterraine qui traitent. Plusieurs municipalités traitent déjà pour le manganèse. Je ne me rappelle plus du chiffre exact, là, mais plus d'une centaine. Parce que le manganèse, il donne... il nuit à la qualité esthétique de l'eau en colorant l'eau puis en donnant un goût désagréable. Fait qu'il y a déjà beaucoup d'installations alimentaires en eau souterraine qui traitent pour le manganèse, mais possiblement, là, lorsqu'on va introduire une norme, là, il va y avoir des mises aux normes à faire là, dans un certain nombre de réseaux, pour un certain nombre de réseaux de distribution. Parfait. Donc, j'ai des questions qui arrivent encore. Donc, Christian aurait une question à poser. Christian Bouchard. Oui, je me demandais s'il y avait eu des statistiques sur les maladies d'origine hydrique qui permettraient de voir jusqu'à quel niveau la réglementation puis le respect de la réglementation finalement est adéquate. Parce que là, on parle beaucoup des normes, du respect des normes, mais en termes de maladies d'origine hydrique et en particulier des infections, évidemment, parce que les maladies chroniques, c'est beaucoup plus compliqué, mais en termes d'infection, est-ce qu'on est capable de faire le lien entre ce qui se passe, les statistiques sur les maladies d'origine hydrique et les normes pour voir s'il y a adéquation? Ça, c'est en général ou au Québec en particulier? Ben là, je parlais du Québec parce que c'est les normes du Québec, oui. La question est plus générale, mais au Québec ou au Canada. Comme peut-être que j'ai des collègues là, qui vont pouvoir apporter des précisions, mais je sais que nous, on aimerait ça avoir cette information-là pour justement, mais c'est pas nécessairement un lien si facile à faire là, parce que si c'est des maladies d'origine hydrique comme des gastro-entérites, il y a tellement d'autres sources, d'autres sources que l'eau potable d'exposition. Fait que c'est pas quelque chose là, qui est si facile à déterminer. Là, pour voir là, vraiment une relation là, augmentation des exigences puis diminution. Là, il n'y a pas des éclosions ou des hotspots là, au Québec là, qui nous permettraient de documenter ça. Heureusement d'ailleurs, là. Heureusement d'ailleurs, là. Mais c'est pas si facile. Là. Mais peut-être justement en prenant ça sur une période un peu plus longue, un historique plus long, parce qu'il y a déjà eu des études qui recensaient les éclosions, etc., pour voir si ça a tendance à diminuer ou pas. C'est pas nécessairement sur une période courte, là. Je suis d'accord, c'est pas facile à faire, mais en même temps, la réglementation, elle est là pour réduire les risques et de ne pas savoir vraiment si ça marche ou même peut-être si c'est trop sévère ou pas assez sévère. Je comprends que c'est pas facile, mais c'est quand même ça le but de la réglementation, là. Oui, mais comme je disais, le lien, premièrement, c'est pas tout le monde qui consulte quand il y a un problème de gastro-entérite, par exemple. Ah, Patrick Levallois, ouais. Merci Patrick! Je peux apporter quelques éléments, mais Anouka a déjà bien répondu. C'est déjà très difficile à évaluer ce genre de problématique-là dans une étude qui est menée qui est bâti uniquement pour répondre à cette question-là. Mais en général, on se base sur les données de suivi réglementaire et les données rapportées à la santé publique. Alors, le suivi réglementaire, bon, Anouka connaît ça, il y a une certaine systématisation, mais les données rapportées à la santé publique, ben, comme on le dit, à moins de cas extrêmes, et là, on en a eu très peu,
c'est des cas qui peuvent soit passer inaperçus, soit qui sont très limités, que finalement, ils ne sont pas investigués et on n'arrive pas à trouver la raison de la problématique. Mais pour vous donner un exemple, d'abord, il faut savoir qu'au niveau canadien, il n'y a pas de système pan-canadien de surveillance des maladies hydriques. Hein. Tout est rapporté selon le bon vouloir des cliniciens et selon les provinces. Mais il reste qu'à un moment donné, il y a des chercheurs qui ont compilé tout ça et qui ont regardé entre les provinces où est-ce qu'il y avait le plus de maladies d'origine hydrique. Puis là, ils ont réalisé qu'au Québec en particulier, pendant une certaine période, il y avait une augmentation. Puis là, quand on a regardé de près, nous, qu'est-ce qui s'était passé, ben, c'était que les directions de santé publique avaient été sensibilisées à rapporter et l'INSPQ avait mis en place un système pour mieux surveiller. Alors, parce qu'on les surveillait mieux, là, on avait l'impression qu'il y en avait plus. Mais non, le problème était toujours là, sauf qu'on n'a pas un système bien au point pour la surveillance des maladies d'origine hydrique au Canada et au Québec en particulier. Bon, on pourra voir si on peut l'améliorer, mais ça fait longtemps que c'est bien identifié. Puis il y a d'autres priorités qui... Hein, on est avec l'épidémie, la pandémie qu'on vit, on voit que des fois les priorités peuvent changer rapidement, mais c'est toujours dans la liste des choses qu'on veut améliorer. Voilà. Parfait. Merci beaucoup, Patrick. Merci. Donc, ici, on a Nicolas. Je ne sais pas si Nicolas est disponible parce que là, il vient de m'écrire qu'il était peut-être au téléphone. Donc, si Nicolas ne prend pas la parole, je vais aller à une autre intervention. Donc, il y a Alice Morard qui dit que les municipalités ayant des problématiques avec le manganèse, donc c'est un complément d'information là, à la question de tout à l'heure. Donc, les municipalités ayant des problématiques avec le manganèse suivent déjà la recommandation de l'objectif esthétique de 0,02 mg par litre, déjà bien en dessous de la recommandation de l'eau potable de 0,12. C'est un petit peu ce que Anouka disait aussi. Donc, moi, personnellement, c'est ce que j'ai remarqué dans ma pratique là, que j'ai eue dans le passé avec les municipalités qui avaient des problématiques de manganèse. Donc, je ne sais pas si Nicolas est revenu, s'il a terminé son téléphone. Donc, non. Donc, je ne pense pas que ça va être possible. Donc, on va pouvoir passer à la conclusion. J'ai une dernière question. Je Oui. profite qu'Anouka est là, mais parce que concernant la première question qu'il y a eu sur le lien avec le RPEP et avec la possibilité, peut-être pas très proche, mais quand même que tu as évoqué, Anouka, de peut-être regarder davantage les parasites, le Giardia, le cryptose, dans les eaux brutes. Est-ce que c'est pour les questions d'obligation de traitabilité, d'inactivation, ou ça pourrait être aussi pour incorporer ces paramètres-là dans les analyses de vulnérabilité futures? Est-ce que c'est des choses que vous avez discutées autant pour la traitabilité que pour la protection des sources? Bien, en fait, c'est sûr qu'il y a un lien entre les deux, là, la protection de la source par rapport aux exigences de traitement. Puis, c'est sûr qu'il y a un lien entre les deux, mais comment on va l'adresser comme tel, là, on sait qu'il y a un lien, c'est sûr, là, entre la protection de la source, puis l'inventaire des menaces. Puis, comme je dis, on est vraiment au début, là, fait qu'on n'a pas pris d'orientation là, par rapport à ça, là, mais il y a des liens à faire là, vraiment avec les deux aspects couverts par deux règlements différents. Tout à fait. OK. Excuse, peut-être en complément de ça, est-ce que le suivi de Giardia et de Cryptosporidium permettrait aussi de faire des analyses de risque quantitatives? Est-ce que ça peut être ça aussi qui est en arrière? Bien, en fait, le projet qu'on réalise depuis plusieurs années, les données ont été traitées avec là, c'est vraiment moins mon domaine, là, mais le QRR. Je ne suis pas trop sûre de l'acronyme. Le QMRA? Il y a Philippe
Philippe qui va intervenir, je pense. Philippe, il est là? Philippe Oui, Quentin? Bon, vas-y donc. je suis là. Bon, bonjour Anouka. Philippe Quentin, je suis à la division de l'eau potable aussi. Oui. Oui, est-ce que vous m'entendez bien? Je n'ai pas mes écouteurs Oui. habituels. Oui, on t'entend très bien, Philippe. Bon, évidemment, là, actuellement, dans le règlement, les exigences de désinfection des eaux de surface principalement sont liées à la concentration moyenne en E. coli, avec beaucoup de subtilité. Là. Plus il y a de E. coli, plus les exigences de désinfection sont élevées. Puis un des ennemis à abattre en eau de surface, c'est beaucoup Cryptosporidium. Dans un monde idéal, il y aurait des analyses de Cryptosporidium partout, mais c'est très complexe à analyser, très coûteux, puis c'est probablement pas pratique, là. Alors, on est en train de regarder ça. Est-ce que nos exigences de désinfection en fonction du nombre de colis sont suffisantes? Est-ce qu'on pourrait voir les choses autrement? Est-ce qu'on pourrait regarder s'il y aurait pas, il faudrait pas mieux protéger l'eau brute, puis comment ça influence? Donc, on est, comme disait Anouka, on est vraiment au début de cette analyse-là. Et on a effectivement utilisé là, des techniques de QMRA en collaboration avec des gens qui sont plus spécialistes que nous là-dedans pour analyser des données de municipalités où on a à l'eau brute pris des échantillons, puis où on a analysé Cryptosporidium, Giardia et E. coli en parallèle. Là. Fait qu'on a des données, c'est à regarder puis à voir ce qu'on va faire avec ça. Là. Mais l'idée de mettre Giardia Cryptosporidium comme suivi réglementaire obligatoire, là, ça m'apparaît très loin, difficilement réalisable. C'est pas complètement exclu, mais en tout cas, sur le radar, c'est un tout petit point, là, cette affaire-là, par rapport à d'autres choses. C'est ce que j'avais à dire là-dessus. Merci beaucoup, Philippe. Donc, il nous reste 2 dernières questions. Donc, Nicolas peut se libérer. Donc, Nicolas, si tu peux prendre le micro. Oui, bonjour. Bonjour, Nicolas. Donc, bonjour, Nicolas Beauchamp, diplômé de la chaire et aujourd'hui ingénieur à la ville de Trois-Rivières. Je me posais comme question par rapport au THM. Je voulais surfer un peu sur ce que Manuel a posé comme question. On le sait aujourd'hui, les THM, c'est une infime fraction des sous-produits de désinfection et probablement pas le plus intéressant du point de vue de la santé publique, c'est-à-dire c'est possiblement un qui a une très, très faible toxicité par rapport aux autres sous-produits. Et notamment, le pH, vous l'avez mentionné, est un paramètre important pour contrôler la quantité de THM qu'on produit. Mais il y aurait un effet pervers, c'est-à-dire qu'on pense qu'on contrôle bien les sous-produits parce qu'on ajuste notre pH, mais dans les faits, on en produit d'autres, des différents, qui sont possiblement plus dommageables, entre guillemets, que les THM eux-mêmes. Donc, est-ce que le ministère envisage un peu de revoir le fait qu'on a fait le monitoring que d'un seul sous-produit pour supposer qu'on fait bien notre travail de désinfection, alors que on sait maintenant que ce sous-produit-là, finalement, n'est pas un très bon indicateur de la qualité de l'eau d'un point de vue sous-produit de la désinfection. En fait, le suivi, c'est les THM totaux. Là. Il y a plusieurs. Oui, il y en a 4. 5, là. C'est sûr qu'il y a d'autres sous-produits de la désinfection qu'on appelle sous-produits de la émergents, là, pour lesquels il reste encore des données à acquérir sur les effets à la santé. Mais les THM et les AHA sont des bons indicateurs parce que toutes les mesures qu'on met en place pour réduire les sous-produits de la désinfection, pour réduire les THM ou les AHA, bien, ils vont avoir un effet sur tous les autres produits, les sous-produits de la désinfection. Fait que quand on réduit la quantité de matière organique, toutes les actions qu'on met au niveau du traitement de l'eau ont des impacts sur les autres sous-produits de la désinfection. Je ne sais pas si ça répond bien là, à votre question, là, mais... Oui, ça va. C'est bon. Merci.
C'est sûr que, ben, comme je l'ai dit, là, en fonction de l'évolution des connaissances, puis techniques et scientifiques, si éventuellement il y a de l'information qui justifie que d'autres sous-produits à désinfection pour lesquels on a des valeurs pour protéger la santé, ben, on pourra voir là, comment on l'adresse dans la réglementation. Mais dans les dernières années, là, il n'y a pas eu d'avancée substantielle. Là, juste pour dire que, je ne sais pas, je l'ai mentionné, mais dans le cadre de notre programme de surveillance, on a fait plusieurs projets là, sur les sous-produits émergents là, qui permet là, de dire que quand il y a beaucoup de THM ou beaucoup de AHA, ben, il y a d'autres sous-produits, mais on ne voit pas là, de présence de plein d'autres produits qui ne seraient pas réglementés, puis des faibles concentrations des sous-produits qui sont déjà réglementés. OK, merci. Je ne sais pas si ça pourrait juste compléter aussi, François. Oui. Par rapport à la monochloramine, je sais qu'il n'y a pas beaucoup de villes qui l'utilisent au Québec, mais est-ce que les sous-produits de la monochloramine vont éventuellement... est-ce que c'est quelque chose qui est envisagé, donc peut-être de réglementer les sous-produits de la monochloramine? Ben, oui, ça fait partie des constats. Là. Si vous allez voir, j'en ai pas parlé aujourd'hui là, parce qu'il y a une trentaine de constats, mais la NDMA, là, pour lequel il y a une recommandation canadienne, fait partie là, des éléments qu'on devra considérer là, dans les travaux en cours. Parfait, merci beaucoup. Parfait. Une dernière question de Andrés Felipe Ardila, donc de la chaire de recherche. Tu peux prendre le micro, Andrés? Oui, merci. Et j'ai une question par rapport à la manière comme les opérateurs doivent choisir les points d'échantillonnage. Comme vous avez dit, les contaminants peuvent varier spatial et temporairement en fonction de beaucoup de paramètres et même de la réseau de distribution. Et maintenant, le règlement dit que les opérateurs doivent choisir et même où c'est le meilleur lieu pour faire l'échantillon. Et ça aussi pour amener à cacher des problèmes de qualité de l'eau dans le réseau de distribution. Est-ce que les ministères prévoient de approfondir sur la manière comme les opérateurs doivent choisir ces points d'échantillonnage? Merci. Présentement, selon les paramètres, c'est déjà indiqué dans la réglementation où les échantillons doivent être prélevés. Là. C'est sûr qu'on indique généralement les échantillons doivent être prélevés au centre du réseau de distribution, sauf dans le cas des THM, des trihallométhanes, où les échantillons doivent être prélevés aux extrémités. Puis, il y a tout le responsable des prélèvements doit attester que prélevé. Il y a toute une chaîne là, attester sur le formulaire de demande d'analyse. Après ça, c'est transmis au laboratoire accrédité. Donc, il y a quand même une chaîne de contrôle là, qui se fait. C'est sûr qu'on ne peut pas être à côté de chacun des opérateurs en train de prélever leur échantillon, là, mais il y a des exigences. Puis il y a une façon de contrôler la qualité du prélèvement des échantillons puis de la transmission de ces échantillons-là au laboratoire accrédité. Là, il y a déjà des éléments qui encadrent ça dans la réglementation. Effectivement, oui. Je peux le garantir. Donc, on est maintenant rendu à la fin de cette présentation-là. Je vous remercie tout le monde d'avoir assisté à cette conférence. Je vous invite aussi à vous inscrire à la prochaine conférence qui aura lieu le 9 décembre prochain midi, qui sera donnée par Johan Tremblay, avec professionnel de recherche au département de géologie de l'Université Laval. Le titre de sa conférence va être « Les eaux souterraines à Québec, cachées mais pas méconnues ». Donc, ça va faire un lien, là. Souvent, les eaux souterraines, on a tendance à les négliger quand il est question de la protection de l'eau. Donc, on va pouvoir, dans les deux prochaines conférences, on va parler d'eau souterraine. Donc, je vous invite à assister nombreux à nos présentations. Donc, il ne me reste plus rien qu'à vous remercier, Anouka. Donc, on voit que ta conférence a suscité beaucoup de questions. D'ailleurs, il y en a d'autres questions qui vont être envoyées. Je vais t'envoyer par courriel, là, qui m'ont été envoyées par la suite, mais je ne voulais pas éterniser la présentation. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup à tous. À la prochaine. Merci Anouka.